Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur que de pouvoir attirer l'attention de la Chambre sur une question qui est au cœur et qui pèse sur l'esprit de tous les Canadiens. Je vais partager mon temps de parole avec le député de Nanaimo, Ladysmith. Il a été le premier à suggérer que l'on porte des masques, riche de son expérience dans d'autres pays. À l'époque, nous étions encore en salle jusqu'au vendredi 13 mars l'an dernier. Jamais je n'aurais cru que je vous parlerai virtuellement ce soir au cœur de la troisième vague de la COVID, quand les variants préoccupants sont au cœur de nos préoccupations. Ils viennent de le B117 des Royaumes-Unis, le B1351 d'Afrique du Sud, le P1 du Brésil. Et plus la pandémie se répand dans la population de nos concitoyens et des autres êtres humains, plus il y aura de nouvelles formes du virus, des variants. Nous savons que certains de ces variants sont beaucoup plus transmissibles que le virus de départ. J'aurais eu du mal à le croire, mais si les règles où on devait se laver les mains et éviter de se toucher la figure ne semblent pas suffire à éviter de contracter les variants, je n'ai pas actionné correctement le bouton d'interprétation. Quelle est la situation? C'est une situation qui demande une approche différente. En effet, on parle souvent de la situation comme d'une course entre nous et les variants, mais je ne pense pas que c'est la description la plus appropriée. Pourquoi? Parce que nous sommes une fédération fragmentée et que nous avons beaucoup trop tendance à s'en prendre à d'autres quand quelque chose va de travers. Les tensions entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux risquent de faire empirer les choses. Il est impératif de ne pas se rejeter la faute. Aucun d'entre nous n'est responsable pour la pandémie. Il y a un chercheur qui a étudié la grippe espagnole qui le dit. Il est important de servir la population, plus que jamais. Et nous devons tirer la sonnette d'alarme. Dans le nouveau livre du Mark Carney, que je recommande fortement, il parle de plusieurs choses et des différentes réactions de gouvernements de par le monde à la COVID. La terminologie qu'il utilise est selon moi tout à fait appropriée. Certains gouvernements, dit-il, utilisent un marteau. D'autres louvoient. Devinez qui nous sommes, de quel type nous avons une réaction. L'interprète signale que la connexion gêne l'interprétation, le son coupe. Nous sommes encore sur le pont. Notre réaction dépend de notre culture, du fait aussi que nous sommes une fédération fragmentée, mais cela ne fonctionne pas. Le docteur Yenir Parham est un expert en matière de systèmes complexes. Voici ce qu'il dit. On ne devrait pas s'attendre à ce que la vaccination soit une carte pour éviter la prison qui permette de sortir de la vaccination. Si on compte sur le gouvernement pour résoudre tous les problèmes en achetant des vaccins, on se trompe. Il faut aller plus loin. Pourquoi ne tirons-nous pas les leçons de ce qui a fonctionné et pas fonctionné durant la première et la deuxième vague? Certains
certaines provinces, certains territoires ont pu avoir 0 cas de COVID. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous inspirer de leur succès? Nous pensions que infléchir la courbe était important. Ce n'est pas assez. Si nous aplatissons la courbe, nous prolongeons la présence de la COVID entre nous et nous lui donnons plus de chances d'évoluer et de devenir. Nous promouvons l'apparition de variants. Il y a des pays où le COVID a pu être jugulé parce que leur population a l'habitude d'être commandée. Mais au Canada, il y a une population qui a l'habitude de jouir de toutes ses libertés et on a l'habitude, on n'aime pas se faire dire ce qu'on doit faire. Mais prenez l'Australie. C'est aussi une fédération avec un gouvernement fédéral, 8 États qui ont leurs propres règles. Qu'a fait l'Australie dès le départ? Elle a décidé qu'elle avait besoin d'une infrastructure. Un comité présidé par l'équivalent du docteur Tam avec tous les intéressés autour de la table, y compris les représentants des États, pour tâcher de déterminer quoi faire. Nous avons une approche plus chaotique et nous n'avons pas de structure vouée à tirer les leçons de ce qui est fait correctement et pas fait correctement. Pourrions-nous pas demander à nos experts en matière de santé publique maintenant de travailler de concert et d'informer les politiciens de la façon dont ils pouvaient passer à 0 cas? Certains disent qu'on ne peut pas demander aux gens de rester chez eux, ils n'ont plus le courage. Mais si la population croyait que la formule proposée a fonctionné ailleurs et que si on fait les choses correctement, on passera à 0 cas, oui, là, on aura une adhésion de la population. Comme en Nouvelle-Zélande et en Australie, on pourra enfin serrer nos êtres aimés dans nos bras aux aéroports. Nous ne voulons pas voir la multiplication des variants de la maladie. Nous ne voulons même pas de voyages interprovinciaux entre les provinces. De Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse s'en sortaient bien jusqu'à ce que les travailleurs dans d'autres provinces reviennent jusqu'à Terre-Neuve. Il y a eu un livre sur une pandémie de 2008 qui s'appelait Pandemonium. On peut s'inspirer de ce qu'a dit le journaliste. Et si nous l'avions respecté ces conseils, je pense que la COVID serait finie maintenant. Il faut s'y mettre à la tâche. Le Canada doit sortir de la pandémie. Pour cela, il faut une approche de santé publique plus agressive, avec plus de cibles, des confinements plus stricts. Il faut faire ce qu'il faut pour passer à 0, pour protéger la santé publique et le plus tôt sera le mieux. C'est ainsi que l'on préservera la santé de notre nation. Je parle à des parents dans ma circonscription et partout au Canada qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école, qui se demandent pourquoi les enseignants ne sont pas vaccinés, qui voudraient bien savoir pourquoi il y a des règles différentes dans différentes provinces et qui se demandent pourquoi la Nouvelle-Écosse s'en est si bien tirée, qui veulent savoir pourquoi notre gouvernement s'est trompé. Mais il ne faut pas chercher à jeter le blâme sur d'autres. Chacun fait de son mieux. Partons de ce principe. Mais ensemble, en tant que pays, nous ne faisons pas ce que veulent les Canadiens et les Canadiennes, ce qu'ils méritent. J'exhorte donc tous mes collègues à cesser de pointer les erreurs du doigt, à penser à ce que nos électeurs veulent nous voir faire. Inspirons-nous de ce qui a marché dans certaines provinces et territoires. Formons un nouveau comité. Annamie Paul le demande, la chef du Parti vert. Décidons en tant que pays quoi faire pour que nous en sortions ensemble. Merci, Madame la Présidente.
Question, commentaire, le député Kingston-les-Îles. Merci, Madame la Présidente, et merci à la députée de Saanich-Gulf Island d'avoir proposé le débat d'urgence. Il est important, effectivement, d'avoir cette discussion. Il y a effectivement beaucoup de leçons à tirer. J'aime bien son approche. Je voudrais revenir sur un mot qu'elle a utilisé tout au long de son discours. Elle a beaucoup comparé le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. En fait, ces pays ont la chance d'être des îles. La seule façon d'entrer ou de sortir est par avion. Le Canada a la frontière terrestre la plus longue du monde. De nombreux secouristes et de nombreux travailleurs de première ligne franchissent cette frontière jour après jour. Il y a des gens qui font l'aller-retour, qui travaillent d'un côté, vivent de l'autre et qui font l'aller-retour jour après jour. Il n'est pas juste, me semble-t-il, de nous comparer à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, si. Qu'en est-il du Nouveau-Brunswick? Qu'en est-il de la Nouvelle-Écosse? Ce ne sont pas des pays distincts, séparés des autres provinces par des océans. Ce sont nos voisins et ils s'en sont mieux sortis. Le député a raison. Oui, il y a effectivement des gens qui franchissent la frontière avec les États-Unis jour après jour. Et il y a des gens du sud-ouest du Nouveau-Brunswick qui doivent faire des allers-retours. Nous avons beaucoup de situations géographiques qui exigent des mesures plus différentes, retracer les contacts, avoir plus de tests. Il faut bien savoir ce qui se passe pour les travailleurs essentiels. Est-ce vraiment un travail essentiel? Était-il essentiel d'avoir ces travailleurs dans les communautés autochtones au moment d'éclosion? Vancouver Kingsway. Thank you, Madam Speaker. Le député de Vancouver Kingsway. Merci, Madame la Présidente, et je voudrais remercier mon honorable collègue de son initiative. Le débat de ce soir est important. Je la remercie de son leadership en la matière. Elle a parlé d'urgence à plusieurs reprises. Il y a une loi sur les mesures d'urgence au Canada. Ça remonte à 1998 qui dit qu'il y a urgence nationale quand c'est une question urgente, temporaire, qui met en danger la vie et la sécurité des Canadiens dans de telles proportions que cela dépasse la capacité d'une province à y faire face. Il y a une urgence de santé publique quand il y a une maladie qui peut se traduire par un danger à la vie, au bien et à la destruction. Ma collègue ne pense-t-elle pas que si l'on n'adopte pas la loi sur les mesures d'urgence maintenant, dans une pandémie, lors de la pandémie, jamais on ne l'adaptera. Par exemple, en Ontario. Answer, please, the honourable member for Saanich-Gulf Islands. La députée de Saanich-Gulf Island. Je remercie le député de Vancouver Kingsway. Je pense que c'est en mars que j'ai lu la loi sur les mesures d'urgence. Ce n'est pas draconien, ce ne suspend pas les libertés. Il y a un encadrement parlementaire, démocratique, mais c'est un projet de loi qui a été écrit en 1998, qui montre ce qui est possible quand des parlementaires se penchent sur la possibilité d'une urgence de santé publique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue pour son discours, mais surtout pour avoir emmené cet important débat sur la troisième vague, parce qu'on est tous essoufflés par la pandémie. Mais moi, j'aimerais revenir en arrière, parce qu'on peut y revenir. J'aimerais l'entendre. Elle a beaucoup parlé de l'importance de s'inspirer d'autres pays. Je sais que certains pays ont mieux contrôlé leurs frontières. Exemple concret, avant la première vague, mon conjoint est revenu d'Égypte à l'aéroport de Montréal. Juste avant que le Parlement ferme, là, il est revenu autour du 6 mars. Déjà, on parlait, et déjà, il y avait de la pression de la part du gouvernement à Québec et de la part de la mairesse à Montréal. J'aimerais l'entendre parce que mon conjoint qui revenait d'Égypte, un pays où il y avait des cas, a réussi à rentrer à l'aéroport en claquant des doigts sans aucune mesure de contrôle. J'aimerais donc l'entendre parce que ce type de situation est vraiment inquiétante et l'entendre vraiment davantage sur l'importance de contrôler nos frontières. The honourable member for Saanich-Gulf Islands. Islands, I think you're on mute.
Je crois que vous êtes en sourdine. Pardon. Oui, merci à ma collègue de Shefford. C'est tout à fait d'accord avec l'importance dans une situation d'urgence de protéger les frontières. Ça, c'est une des leçons. Donc, maintenant, nous sommes, comme elle a dit, dans la troisième vague. On doit apprendre les leçons d'expérience de toute la dernière année. Merci.